pain. Faisons-nous entendre. Le projet de budget 2026 prévoit des baisses de financement. Moins 26% pour les associations. Moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Moins 59% pour l'économie sociale et solidaire. C'est tout le tissu associatif qui est mis en danger, chaque citoyen qui est touché par le sujet. RGB se mobilise, libre antenne de 10h à 18h. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. RGB, En direct de Cergy-Pontoise, 99.2 FM. 99.2 FM en direct sur RGB, effectivement, pour cette journée de mobilisation de libre antenne. Il est 10h, voilà, ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre, c'est le slogan qu'on utilise aujourd'hui. Alors il est un peu tôt pour nous, moi je suis quelqu'un qui anime à 18h d'habitude, donc il faut que je me réveille, il faut que je me chauffe un petit peu pour vous parler. Je suis Théo Guiton, journaliste de la radio, je suis en très bonne compagnie avec Jean-Thierry Mingros, directeur de la radio RGB. Comment ça va? Bonjour Théo, ça va, de l'énergie. On va aller chercher de l'énergie pour tenir ces 8 heures de libre antenne. Par chance, on n'est pas tout seul, on a mes bénévoles qui se sont mobilisés. Voilà, on va avoir plein de thématiques, on va avoir plein de choses différentes et on va montrer toute la diversité de cette radio et des radios associatives plus largement, et du monde associatif et du mouvement associatif. Il est plus réveillé, je crois. Eh oui, merci Damien Gissa, tu nous fais une transition à toute trouver. Technicien chef technicien, animateur, réalisateur, plein de choses. Content d'être là à 10h01 du matin, 10h02 maintenant. Et nous avons Luc qui est aussi avec nous. Bonjour Luc. Bonjour. J'ai pas eu le droit à la réponse de Damien. Je lui posais une question, Oui, il m'a pas répondu. C'est parce qu'en fait j'ai eu un bug, tout simplement. Il est tôt, il est 10h, effectivement. Donc effectivement on est là pour 8 heures d'antenne et on va se mobiliser et surtout se faire entendre à l'heure où il n'y a pas d'heure aussi pour se lever et se faire entendre face à des coupes budgétaires qui peuvent nous toucher. Luc Mariani, donc avec nous aussi, bénévole historique de la radio. Bienvenue, merci d'être avec nous. On t'entend souvent plutôt le mercredi. Comment ça va ? Bah écoute, ça va plutôt bien. Dès que je fais la radio, ça va bien, donc. c'est une bonne nouvelle. On revient rapidement sur ce programme, le programme de cette journée. Je sais pas si tu l'as sous les yeux, Jean-Céric, mais moi je peux le trouver. Alors je te demande un instant. J'ai tout mon temps, on a 8h. Donc on est jusqu'à 10h30 sur l'introduction de cette journée. On va voir notamment les raisons de la colère. Les raisons de la colère. Et non pas les raisins. Et non pas les raisins de la colère qui sont chers à Steinbeck. Voilà, les raisons de la colère. On va avoir une interview notamment d'Aurélien Tonès, parce qu'on va aussi parler des tiers-lieux qui, eux, ont une coupe historique de 95%. Voilà, et après à 10h30, on se retrouvera pour la séquence plutôt politique, où on va avoir des élus qui vont intervenir autour de ces baisses annoncées, sénateurs, adjoints au maire. Et peut-être députés, mais pour l'instant, ils votent, donc... visiblement, la journée est un peu longue à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, il y a pas mal d'articles qui en parlent de ce vote du budget qui prend, où les députés se retrouvent à dormir à l'Assemblée nationale, puisque c'est très long et très temporellement très difficile pour les députés. Encore une fois, il est tôt, je vous donnerai. La question est-ce que c'est confortable de dormir sur les bancs de... Et non, parce qu'il y a figure-toi qu'il y a des petits lits dans les bureaux. Dans les bureaux, il y a des petits lits que tu peux sortir un peu du mur. Pour les députés, justement, pour dormir à l'Assemblée. Eh ben écoute, ils ont des salles de bain aussi. Je me coucherai moins bête. Ils ont également une poste, un coiffeur, plein de choses, une salle de sport. Et une buvette. Une buvette, bien sûr. Merci pour toutes ces informations. Parce que je crois que le plus important, c'était la buvette. Pour eux. Ensuite, à 11h, c'est Luc qui prendra l'antenne, qui nous a préparé une petite playlist autour de la radio. Voilà, vous allez encore découvrir tout plein de belles choses, des pépites musicales. Sur la thématique de la radio, il y aura aussi des sketchs, il me semble, d'humoristes. Oui, absolument, oui. Un peu d'engagement radiophonique. Ensuite, on se retrouvera à midi autour de la thématique des radios associatives. On aura une interview du CNRA, de la CNRA,
Fédération dont- nationale des radios associatives, son coprésident qui était avec nous pour nous parler justement de cette situation via le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Je vous rappelle qu'il sera amputé de 44% cette année. C'était une volonté de 30 l'an dernier, ça avait été sauvé. On espère que ça ira mieux. On recevra aussi Hervé Baumel, qui est l'un de nos animateurs les plus anciens, les plus engagés. Et une revenante à l'antenne, Claire Pipolo, qui a été journaliste pendant 4 ans sur l'antenne et qui nous expliquera aussi qu'est-ce que c'est que le rôle du journalisme à l'échelle locale et toutes les rencontres qu'elle a pu faire dans le monde associatif pendant ces 4 ans. Ensuite, à 12h30, on laissera la main à José Guérin, qui lui aussi fait partie de l'histoire de la radio, et qui nous fera un pont Ancien historique, directeur, quand même. Quand même, ancien directeur. Exactement. Et qui a replongé dans les archives et qui notamment a trouvé une interview sur les mêmes thématiques de 97. Et on se rend compte que les choses ne changent pas et qu'il y a des discours qui tiennent encore 30 ans plus tard. Ça sera la page culturelle. Ouais, non, c'est après la page culturelle. Ah oui, mais Oh je veux là dire, là. José, parce qu'on l'a travaillé ensemble, Oui. entamera une grosse page culturelle aussi. Et la page culturelle se continuera avec un plateau culture où on accueillera plusieurs associations qui nous parleront un peu de la situation, des inquiétudes, autour de vraiment différentes thématiques. On aura de la culture à impact social, on aura de la culture autour du théâtre, les tiers-lieux avec la lanterne, encore plein de choses et sûrement des débats fort intéressants. À 15h, c'est Wilkinson qui prendra la main. Alors, Que vous avez l'habitude de retrouver pour Bienvenue en Haïti, mais qui là sera dans la thématique qu'ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre, et donc nous expliquera l'importance de la radio locale, y compris sur des territoires jusqu'aux Outre-mer. Oui, parce qu'on parle de radio locale, mais RGB, avec notamment l'émission Bienvenue en Haïti de Wilkinson, c'est aussi une aura internationale, puisque c'est une émission qui est à la fois écoutée en France par la communauté haïtienne et autres communautés, mais aussi en Haïti, et on parlera notamment de solidarité à l'international, puisque c'est aussi des associations de solidarité internationale qui vont être impactées. Est-ce que je continue Oui, enchaînons. Eh ben, je continue. On a 8 heures d'antenne. Donc Exactement. À il faut y aller. 16h, nous accueillerons une nouvelle bénévole arrivée à l'antenne il y a quelques semaines, Émilie, de l'émission Culture Urban, qui nous parlera aussi de solidarité internationale et des ponts qu'elle peut faire, notamment avec le Cap-Vert. Voilà. Ensuite, à 16h30, on se retrouvera autour d'une séquence santé-handicap. Nous accueillerons Véronique Chicone, qui travaille depuis toujours dans le milieu associatif et notamment dans la santé mentale. À 17h, solidarité internationale avec ATD Carmonde. 17h30, séquence éducation avec peut-être les Francas. Voilà, et ça nous emmènera jusqu'à 18h où il sera temps d'aller se coucher. Et oui, faire un gros dodo après ces 8 heures d'antenne, c'est important, effectivement. Avec en fil rouge, puisqu'on a évoqué Wilkinson, il y aura l'équipe de Cochlear Groove que vous avez l'habitude de retrouver entre 16h et 19h, qui eux aussi vont nous rythmer d'un point de vue musical cette journée à partir de 15h, si je me trompe pas. Ils seront là. Ils seront là. Ça fait Ils partie seront des là choses comme- où on sait pas trop, Voilà. mais on y croit et c'est le plus important. Mais ça va être bien. Ça va être super. Ça va Il être faut top. que ça se mette en route. C'est un réveil matin parce qu'on peut pas être revendicatif tout de suite. L'important c'est aussi de prendre du temps pour se réveiller ensemble. Chers auditrices, auditeurs, et puis on va se quitter avec une petite pause musicale. On va pas se quitter, on va se retrouver dans un instant Effectivement, c'est ce évidemment. que j'allais On va te proposer. commencer avec une pause musicale. Petite pause musicale et puis ensuite on partira dans notre série d'interviews sur notamment les raisons de la colère. Vous êtes toujours sur RGB 99.2 FM. Et on va s'écouter Ben PLG avec le riz et la sauce. Bien sûr. Quand y a pas de goût, je mets du gruyère. Quand ça fait mal, je mets du temps. Grandi en mangeant des pierres, en serrant les dents, les deux en même temps. Tout gamin, on faisait des prières. Les pieds dans la flaque comme si c'était la rivière. Bah ouais,
on sera jamais vraiment rassuré de façon. Y'a maman qui pleure toute la nuit. Et tu crois que j'ai relu ma leçon. Des cris et des doutes, on a plein de raisons. Parents divorcés, on a plein de maisons. Le ciel est plus gris que le trottoir. Mais t'inquiète pas, y'a plein de saisons. Moi je savais pas qu'il y avait d'autres régions. Je savais pas qu'il y avait d'autres métiers. Je savais pas qu'il y avait de l'horizon. Je suis pas bien quand faut profiter. Parce que dans nos cœurs y'a trop de questions. Parce que dans mon cœur y'a trop de questions. À la base, y'a que la CAF qui a mon RIB. Y'a trop de vos noms après les RIP. Elle m'a dit qu'elle m'aimait, je savais pas qu'il fallait vérifier. Je suis dans un gamos en cuir noir mat. Le cuir, la voiture elle est grise. J'aime pas trop quand ton pote il blablate. Mais je devrais les aimer, En ce moment je les emmerde. Peut-être qu'il faudrait m'aider. J'ai des nouvelles questions, je fais un nouveau CD, je fais un nouveau truc. Nouvelle journée, nouvelle question, nouveau but, y'a un nouveau problème. Je fais pas le sourd ou l'autruche, bah ouais. On va changer, c'est la vie, y'a rien à faire. Capuché comme à l'époque des baladeurs. Des yeux qui font comprendre que c'est pas la fête. Je voulais l'aider, il m'a dit c'est pas la peine. Ça fait phaser comme quand y a une balle à terre. La caravane passe plus par ici. Mais les chiens c'est cosy comme juste avant une grosse averse. Les clopes nous ont creusé la peau. Elle a des yeux couleur bleu hématome. Je mélange le riz et la sauce. Depuis les biscuits en tricératops. Pour la culture et la cause. Je rappe pour la culture et la cause. Bah ouais. On est des fils d'ouvriers, on va pas devenir des riches trous du cul. Je rappe le bruit du vide dans la solitude. Le bruit du bonheur dans la folie pure. Bah ouais. RGB, votre radio locale, sur 99.2. Et de retour sur RGB pour cette libre antenne dédiée évidemment aux coupes budgétaires drastiques que nous connaissons dans le monde associatif, dans le monde de la culture, dans le monde de la radio, dans le monde de l'ESS, dans tous les mondes qui touchent un peu de près ou de loin à la solidarité, malheureusement. Sauf le monde de la finance. Sauf le monde de la finance. C'est pour ça que je parlais de solidarité, finalement. La finance n'a jamais de problème. Mais c'est ainsi, et c'est pour ça qu'on se mobilise aussi sur RGB. Nous sommes dans la première heure de cette émission plutôt calme et plutôt dédiée au réveil matin et aux séquences politiques et aux raisons de la colère. C'est important aussi de poser les bases, effectivement, de tout ça. Alors, on va se retrouver, on se retrouve pas tout de suite, puisqu'on va écouter en tout cas une interview. D'abord, celle de Michael Huet du mouvement associatif qui a répondu à nos questions, parce que c'est bien de partir de la base pour comprendre tous les enjeux de cette mobilisation. Le mouvement associatif, c'est quoi ? C'est une fédération d'associations, c'est la fédération des fédérations d'associations qui défend les droits, tout simplement, et défend la cause des associations en France. C'est donc important, effectivement, de les écouter. Ils ont organisé notamment un grand mouvement qui s'appelle Ça ne tient plus, le 20... Est-ce que tu te rappelles de la date, Damien ? C'était le 11 octobre. Le 11 octobre dernier, effectivement. Place Je Stalingrad porte des badges, d'ailleurs. Ah oui, effectivement. Et ben voilà, il les a. Qui était donc le 11 octobre dernier. Qui a réuni plusieurs milliers de personnes, plusieurs dizaines de milliers de personnes, même place Stalingrad à Paris. On y reviendra aussi pendant cette interview, voilà. Donc on écoute tout de suite Michael Huet du mouvement associatif. Bonjour Michael Huet. Bonjour. Alors vous êtes délégué général du mouvement associatif. En quelques mots, c'est quoi le mouvement associatif ? Alors, le mouvement associatif, c'est la tête de réseau qui représente les associations en France. Donc, nos adhérents, ce sont les grandes têtes de réseau associatives et les associations nationales. Et notre boulot, notre job, c'est de représenter la vie associative. Aujourd'hui, on dit qu'on représente à peu près la moitié des associations en France, c'est-à-dire toutes celles qui sont fédérées. Mais on a aussi, dans le cadre de ce qu'on appelle la charte des engagements réciproques, le rôle de représenter la vie associative auprès des pouvoirs publics. Donc, notre travail, c'est de faire du plaidoyer sur la question de la vie associative. Alors, vous avez lancé un cri d'alarme qui est représenté par une phrase, ça ne tient plus, entre autres, qui vient notamment de plusieurs constats que vous avez faits quant à l'état du monde associatif.
Oui, bah effectivement, on a nos membres et les associations locales nous ont fait savoir depuis déjà quelques mois qu'elles étaient en très très grande difficulté et ils nous ont fait comprendre qu'on ne pouvait pas laisser les choses comme ça, même si on faisait des actions de plaidoyer un peu plus classiques depuis très très longtemps, mais sur cette question du financement. Mais effectivement, on est arrivé au bout de quelque chose, c'est-à-dire que la vie associative, on est arrivé à une limite dans ce qui est possible pour les associations aujourd'hui en France. Et quand on regarde les chiffres, effectivement, c'est particulièrement affolant aujourd'hui. Je ne sais pas, je peux vous en citer quelques-unes, mais 70% des associations employeuses qui déclarent que leurs fonds propres ou sont fragiles ou même nuls. Donc ça, c'est les fonds propres. Mais si on regarde la trésorerie, c'est exactement la même chose. 30% des associations disposent de moins de 3 mois de trésorerie et dont 5% qui n'ont plus du tout de trésorerie. 5% de trésorerie, 5% de ces associations qui n'ont plus de trésorerie, c'est aussi des emplois qui sont remis en cause et on estime qu'aujourd'hui, il y a 90 000 emplois qui sont en très très grande souffrance et en très très grande difficulté et on ne sait pas s'ils passeront le trimestre. Donc je vous rappelle juste que la vie associative, c'est 1,8 million, 1,9 million d'emplois, 10% de l'emploi privé en France et donc 90 000 emplois, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Hein. C'est absolument catastrophique puisque derrière ces emplois, c'est pas simplement de l'emploi, même si c'est déjà très important, mais c'est aussi des services qui vont envers la population. Et donc, on a ces chiffres-là, pourquoi on les a et qu'est-ce qui se passe depuis déjà plusieurs années sur le financement des associations? C'est tout simplement un espèce de glissement, un décrochage structurel du financement associatif depuis 20 ans, où on voit glisser entre la part de subventions publiques et la logique, tout ça glisse vers une logique de commande ou d'appel à projet, de commande publique ou d'appel à projet, c'est-à-dire qu'on vient moins laisser d'initiative aux dirigeants associatifs et puis on va plutôt les considérer comme des prestataires de l'action publique, alors que logiquement, une association, c'est une réponse citoyenne à une problématique repérée par ces mêmes citoyens. Et donc, on a eu un gros glissement depuis 20 ans. On a essayé d'agir, on essaie d'agir sur ce sujet-là depuis 20 ans, mais là, on est arrivé vraiment à la limite de ce qu'on peut faire. La subvention publique a plutôt reculé de 41%, donc ce qui est assez énorme. Moi, quand j'ai démarré la vie associative et quand j'ai démarré les postes de direction, on avait encore de l'argent de ce qu'on appelait des subventions de fonctionnement, qui nous permettaient de faire fonctionner notre association. Aujourd'hui, ça n'existe absolument plus et on a des très grosses difficultés à financer ces 30% de fonctionnement de la vie associative. Donc en tout ça, on est arrivé effectivement à la limite de ce qu'on pouvait supporter en tant que dirigeant associatif. On commence à avoir des associations qui s'écroulent et donc on s'est mobilisé pour organiser cette grande journée de mobilisation de la vie associative le 11 octobre qui a plutôt eu du succès. Il y a eu évidemment cette journée du 11 octobre. Ensuite, il y a eu le projet de loi de finances qui a été dévoilé, du moins sa première version. Elle n'était pas rassurante non plus pour les associations. Non, effectivement, à quelques jours de cette journée de mobilisation où on a dit ça ne tient plus, il faut prendre en compte les besoins des associations, le besoin des usagers et faire évoluer les choses, on peut dire que 3-4 jours après, on n'a pas vraiment été entendu. Donc c'est venu complètement confirmer nos craintes. C'est venu confirmer nos craintes étant donné la place de la vie associative, mais surtout la tournure globale du budget qui montre bien qu'on a des difficultés et des problématiques dans ce qui est aujourd'hui notre pacte social, c'est-à-dire faire vivre les solidarités. C'est pas le maître mot de cette première version du projet de loi de finances. On espère qu'il va évoluer dans les jours, les semaines qui viennent. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que bénévole, en tant que citoyen pour faire changer les choses ? Je pense qu'il faut soutenir son ou ses associations déjà. Donc n'oubliez pas cette année
de prendre votre adhésion dans l'association, puisque par définition, alors il y en a quelques-unes qui vont bien et c'est tant mieux, mais par définition, c'est tous les secteurs d'activité qui sont touchés, donc que ce soit des secteurs comme effectivement l'expression radiophonique, la radio, soit des secteurs comme le sport, comme l'activité culturelle, l'insertion par l'activité économique, la solidarité internationale. Enfin, vraiment, tous les secteurs sont touchés par cette crise. Elle est complètement systémique. C'est effectivement ce qui est assez nouveau aussi. Hein. C'est pas un secteur d'activité qui est en très grosse difficulté. C'est tous les secteurs d'activité avec effectivement la question des solidarités en ligne de mire quand même. Donc, prenez votre adhésion et puis dans l'association et dans les associations, soutenez-les. Il va y en avoir de plus en plus qui vont faire appel à la générosité du public. Et puis après, il y a un message politique aussi à écrire des messages sur les réseaux sociaux, à peut-être interpeller son ou ses députés qui se questionnent pour certains ou certains partis politiques sur le bienfait, non pas de la vie associative, mais de l'organisation de la vie associative, les têtes de réseau, etc. Donc il ne faut pas hésiter à les sensibiliser au fait que cette organisation est importante et qu'on a besoin de tout le maillage de la vie associative pour qu'elle soit aussi percutante. On l'a dit, c'est un glissement social, si ce n'est un glissement sociétal. Est-ce qu'il y a des raisons quand même de rester positif et de croire qu'il y a des jours meilleurs pour les associations ? Alors quand on dit qu'on est à moins, enfin dans le PLF, il y a moins 1 milliard d'euros pour les associations, oui, je ne sais pas si on arrive à rester positif, mais en tout cas, ce qui nous fait rester positif, c'est ce qui s'est passé le 11 octobre, c'est-à-dire la capacité de résilience de la vie associative, la capacité de mobilisation des dirigeants, le fait que le bénévolat et notamment chez les jeunes est en plein en accroissement important ces dernières années, et donc qu'il y a encore aujourd'hui plus de 74 000 associations qui se créent par an. Donc ça veut dire que le secteur associatif est encore très dynamique, qu'il correspond à un réel besoin de la société, et donc en ça on peut se dire qu'il faut encore y croire. Il faut vraiment un sursaut politique. Par contre, ça c'est indispensable, c'est-à-dire qu'il faut que nos élus comprennent que ce pacte social il ne se vit pas sans les associations. C'est elles qui sont un peu le ciment social de notre France d'aujourd'hui. Donc on a vraiment besoin d'eux. On a besoin qu'ils se réveillent et puis qu'ils poussent les budgets des associations, parce que il y a un budget en fait dans le projet de loi de finances qui s'appelle, je ne rentre pas trop dans le technique, mais le BOP 163 qui s'appelle vie associative. Mais ce budget il n'est pas très important puisque c'est surtout les budgets sectoriels qui financent les associations, ceux que j'ai cités tout à l'heure, l'insertion par l'activité économique, le sport pour tous, l'économie sociale et solidaire, le fonds de soutien à l'expression radiophonique, la solidarité internationale. Voilà. Et si on ajoute tout ça, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est à moins 1 milliard d'euros. Et encore à ça, il faut rajouter la suppression de la taxe sur salaire, l'exonération de la taxe sur salaire, la suppression de l'exonération de la taxe sur salaire pour les structures non lucratives, qui vient rajouter une couche supplémentaire. Et si on veut avoir des exemples très concrets, aujourd'hui, il y a des volontaires en service civique qui sont dans les associations. Demain, il y en aura beaucoup moins si le projet de loi de finances passe. C'est-à-dire qu'on passera de 150 000 jeunes à 110 000 jeunes. Et c'est aussi des personnes qui font vivre l'intergénérationnalité dans les associations, qui font vivre des projets spécifiques dans les assos. Et on a donc besoin que ce dispositif, par exemple, reste présent. Voilà, on pourrait se questionner également sur les Jeux Olympiques. On a vécu des moments inoubliables en 2024, pardon, et on n'a pas eu beaucoup de. Enfin, voilà, on peut se questionner sur c'est quoi la suite de ces JO avec un budget du sport qui baisse d'à peu près 60%. Voilà, donc en fait, on a l'impression, en tant que structure représentative de la vie associative en France, qu'on n'est pas entendu, et que deux, les choses ne vont pas dans le bon sens. On met un peu les choses à l'envers. Enfin, que les priorités, enfin les choses qui devraient être prioritaires ne sont pas vraiment prioritaires aujourd'hui. Donc il faut avoir absolument un sursaut politique de nos députés. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. Le projet de budget 2026 prévoit des baisses de financement. Moins 26% pour les associations. Moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Moins 59% pour l'économie sociale et solidaire.
C'est tout le tissu associatif qui est mis en danger, chaque citoyen qui est touché par le sujet. RGB se mobilise, libre antenne de 10h à 18h. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. RGB En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Aux âmes citoyens, que nos baisers donnent le ton. Aux âmes citoyens, que les armées désertent nos chansons. Panadadam-tam, panadadam-tam-tam, panadadam-tam, panadadam-tam-tam. Allons enfants de toutes les patries, le jour de croire est enfin arrivé. Si à l'entour nous semions l'harmonie, l'étendard sanglant serait lavé. Entendez-vous dans les campagnes s'unir nos précoces petits gars, et ils viennent jusque dans vos bras, vous serrez fort et soulevez des montagnes. Aux âmes citoyens, que nos baisers donnent le temps. Aux âmes citoyens, que les armées désertent nos chansons. Amour sacré de la fratrie, conduit, soutient nos bras enjôleurs de la liberté, liberté chérie. Nous voilà les ambassadeurs, militants du parti des étoiles et du vent, les tireurs de sonnettes et puis des cerfs-volants, bambins et marmots, gardiens de l'espoir, sans nos drapeaux, que de victoire. Aux âmes citoyens, que nos baisers donnent le temps. Aux âmes citoyens, que les armées désertent nos chansons. Panadadam-tam, 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 panadadam-tam. Quand la haine s'élève, nous allons bienveillants sur le sentier de la trêve, les armées jusqu'aux dents. Nous livrerons bataille, sentiments en jalons, nos sourires pour médaille, la tendresse comme galon. Aux âmes citoyens, que nos baisers donnent le temps. Aux âmes citoyens, que les armées désertent nos chansons. Panadadam, Liberté, diversité, proximité, RGB 99.2. RGB 99.2, toujours en direct depuis nos studios de Cergy Préfecture, en libre antenne toujours, ils veulent nous faire taire. Faisons-nous entendre autour de la table avec moi plein de monde, là ça commence à se remplir ce petit studio. Luc Mariani qui prend des notes, et comment ça va Luc ? Écoute, ça va très très bien. Ça va très très bien, très bien. Damien toujours à la technique. Toujours. Tant que les radios associatives existent, Damien sera toujours là de toute façon. Je pense qu'il mourra après la radio. Ouais. C'est le plus important. J'espère quand même que les radios, surtout sûr. associatives, me survivront. Bien sûr, mais je pense que tu fais partie des murs un petit peu quand même de cet établissement. Oui, de RGB, oui, bien sûr. Mais même puisque s'il est au ça ciel, fait- il trouvera le moyen de faire de la radio. Exactement. D'ailleurs, pourquoi pas. le G, c'est le G de Gissa Voilà. dans RGB. J'en sais avec ma gros directeur, humble directeur de la radio RGB, bien sûr. Oui, pardon, excuse-moi, j'étais sur la réelle vidéo. Et oui, parce Du qu'on coup, fait j'ai plusieurs choses à la fois. perdu. Voilà, hop là. J'ai réglé mon plan. C'est bon, on est bien. Très bien, et avec nous aussi Pierre Barros, sénateur du Val d'Oise. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci pour l'accueil, merci pour le café. Eh ben, avec grand plaisir. On vous invite, parce qu'on a invité un petit peu tous les élus aussi qui souhaitaient venir nous soutenir, venir s'exprimer aussi sur cette antenne. Vous êtes là aussi parce que vous avez écrit à la ministre de la Culture, Rachida Dati, suite à la situation des radios associatives. Effectivement, on le redit, moins 44% de baisse annoncée du fonds de soutien à l'expression radiophonique. Vous avez écrit en rappelant d'ailleurs l'existence des 3 radios valdoisiennes, et on les salue aussi, IDFM et Alternative
Alternative FM, hein, qui sont nos collègues, voisins, amis ou pas, mais en tout cas on les connaît, on se discute de temps en temps. Entre associatives, on est toujours amis. Voilà, entre radios associatives, on est toujours amis, c'est le plus important. Pierre Barros, pourquoi ce sujet-là, il vous a particulièrement touché quand on vous a envoyé un mail, parce que j'imagine qu'on vous sollicite pour plein de choses. Pourquoi vous, les radios associatives, ça vous parle ? C'est marrant, c'est un peu générationnel, parce que moi je suis né au début des années 70, et puis les radios libres, c'était un vrai sujet à l'époque. Et dans les années 80, il y a eu justement ce travail-là sur la création du fonds qui permet de faire en sorte que le fonctionnement des radios puisse se faire libre et avec la pluralité d'expression, la liberté d'expression. Et c'est vrai que c'est un sujet, moi j'écoute beaucoup la radio, alors pas forcément assez RGB, mais je trouve que c'est un média qui, c'est peut-être lié à mon histoire, mais je préfère le son à l'image. Et voilà, c'est quelque chose qui contribue à la pluralité d'expression, tout ça. Donc, et puis pour le coup, ça fait partie du sujet sur lequel quand on est sollicité, on s'y intéresse, on ne connaît pas forcément tout. Et ce qui est intéressant quand on est parlementaire, tiens, il y a un truc qui arrive, on regarde si y a matière à aider, à produire, à réfléchir ensemble. Et donc on s'est intéressé au sujet, on s'est dit qu'il y avait quand même un sacré sujet et qui méritait d'être défendu. Donc, alors malheureusement, on ne peut pas tout régler avec un courrier, on en est bien conscient. On ne peut pas tout régler non plus, et là je l'ai appris en quelques mois en déposant un projet de loi, mais ça peut aider. Ce qui est important, c'est qu'on en parle, et c'est un combat continu. Enfin, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est que en fait, rien n'est acquis, tout est combat, et que si on ne participe pas à ce combat-là, déjà on ne fait pas notre boulot de parlementaire, et puis si le combat ne se fait pas, à un moment donné, les choses disparaissent, et c'est une fois qu'elles ont disparu qu'on s'est aperçu que c'était vachement important pour la société, pour le débat. Et moi je trouve qu'à la place où je suis là aujourd'hui, c'est important de participer à ce débat-là, plus d'autres, parce que des courriers on en fait beaucoup, des sollicitations on en fait beaucoup, des alertes on en passe aussi pas mal, on travaille énormément sur la sauvegarde des services publics d'une manière générale. Moi j'ai un parcours très collectivité territoriale, donc je suis très attentif à tout ça. Juste un mot rapidement, on reparlera de radio après. Moi, je voudrais quand même évoquer évidemment la situation des associations. C'est un marronnier, hein, les subventions des associations qui baissent, parce que nous, évidemment, on est à la fois radio, à la fois associatif. Mais est-ce qu'il y a... Je veux dire, est-ce que ce budget, il n'est pas étonnant dans ce qu'il est, c'est-à-dire dans ce qui représente évidemment la baisse des associations, notamment au niveau de la solidarité, des solidarités dans toutes leurs formes. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une issue positive possible pour les associations ? L'issue positive, c'est de se bagarrer. Enfin, le PLF 2026 est une véritable horreur de ce point de vue-là. Alors, ce qui est dingue, c'est que parfois il y a des stratégies. Ils mettent en place ils communiquent sur un projet de loi de finances qui défonce tout, et puis après ça, on recule. Enfin, c'est un combat. Je pense que ça a toujours été comme ça. Malgré tout, là, ils forcent le trait. On est quasiment dans les caricatures, et c'est sur à peu près tous les sujets. Enfin, grosso modo, moi, je m'appuie sur les interventions notamment de Bayrou, parce que pour le coup, c'est le Barnier, Bayrou, le Cornu, c'est les mêmes budgets. Enfin, faut pas se raconter autre chose. Et les débats ou les affirmations de Bayrou dans ses conférences de presse qui culpabilisaient les malades d'être malades, les gens de se mettre en arrêt maladie, qui culpabilisaient les collectivités trop dépensées et donc qui étaient responsables du trou dans la caisse. Enfin, on a entendu des âneries épouvantables, sauf qu'à force de le répéter plusieurs fois, la tentation, c'est qu'ils souhaitent que ça devienne des vérités. Enfin, et là-dessus, il ne faut pas se laisser faire. Donc pour les associations, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, il y a une parole qui est aujourd'hui la parole du gouvernement. Faut pas prendre ça pour une vérité, et il faut pas considérer que le débat est clos, bien au contraire. Et donc c'est un combat, faut rapporter des éléments, faut redonner du sens aussi à toutes ces associations qui font un boulot sur le terrain, qui à la fois sur la question de la pluralité d'expression et autres, mais aussi à un moment donné sur l'information, sur comment valoriser aussi un territoire et en parler positivement, parce qu'il se passe plein de choses intéressantes sur tous les départements, et notamment dans le Val d'Oise qu'on connaît bien. Donc c'est tout ça, et chaque outil de communication qui est un peu en dehors des systèmes un peu mainstream contribue à un moment donné à aller chercher une information qui n'est pas valorisée sur d'autres médias. Donc voilà, c'est toute une chaîne de communication, de talent aussi, et puis d'engagement, parce que c'est beaucoup associatif, hein, et donc avec des gens qui sont bénévoles. Et donc tout ça contribue à ce que c'est de la valeur ajoutée, c'est du boulot, je dirais même c'est des points de PIB à la fin. Donc tout ça se défend, et c'est important.
Vous l'avez dit, il y a pas mal de, enfin, il y a beaucoup de sujets en ce moment avec ce projet de loi 2026. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en cause. Nous, autour de nous, on peut entendre aussi un mouvement associatif qui est épuisé, qui se pose la question de est-ce que ça vaut le coup de râler, de se faire entendre. D'après ce que vous venez de dire, c'est effectivement le moment. Là, le moment idéal pour aller pour se faire entendre et pour défendre son bout de gras, même si j'aime pas trop cette expression. Bah, c'est même au-delà de râler, parce qu'en fait, on a tous des arguments, on a tous des expériences, on a tous des structures à défendre, et on sait très bien quelle est la valeur de ces structures par rapport aux citoyens, par rapport aux gens, par rapport aux partenaires. Et c'est vrai que là, il y a un épisode qui a été fracturant sur la capacité, enfin, quand on a un mouvement social comme celui qui s'est déclenché en intersyndical pour les retraites, où à la fin, c'est passé en 49.3 et ça a été épouvantable pour tout le monde. À un moment donné, ça a créé une espèce de stress où quand même les gens se sont mobilisés pendant plusieurs mois. Puis quand on est en grève, on perd du salaire, enfin, c'est compliqué, c'est un véritable engagement. Et à la fin, tout ça pour ça, quoi. Et c'est vrai que ça a été un moment douloureux par rapport au mouvement social, mais je pense qu'il faut compter sur le mouvement social, il faut compter sur les gens pour se mobiliser, pour défendre des choses qui sont essentielles, importantes, sur la vie locale et sur la vie tout court. Et voilà, je pense que la mobilisation, il y a que ça qui marche. Et par contre, en face de nous, on a des gens qui vont nous expliquer ou qui créent les conditions pour que la mobilisation, ça ne serve à rien. Enfin, et c'est vrai qu'on a, depuis presque une dizaine d'années maintenant, des gouvernements, un président qui a tendance à s'asseoir sur les organisations syndicales, sur le travail partenarial, sur les collectivités territoriales, sur le respect du fonctionnement du Parlement, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Donc on est face à des gens qui s'affranchissent des règles. Bon, bah, nous, on a plutôt intérêt à rappeler que les règles, c'est fait pour organiser la société, que ça doit se respecter et que tout ça doit avoir du sens. C'est pas qu'un fonctionnement comme ça de tableau Excel. Hein. C'est vraiment un boulot au quotidien. Il y a quelque chose que je trouve intéressant. Moi, j'en ai beaucoup entendu parler lors de la manifestation du mouvement associatif qui a eu lieu place Stalingrad. Là, ils sont revenus d'ailleurs dessus dans l'interview précédente. Il y a un sujet sur la marchandisation qui, je pense, dans les associations est un vrai sujet. Sur le fait que toutes ces subventions de fonctionnement qui étaient attribuées sur du fonctionnement sont devenues des appels à projets, si ce n'est sont devenues des... on a vu ça récemment, des marchés publics ou des catalogues. C'est-à-dire que, par exemple, nous on fait de l'éducation aux médias, entre autres à RGB. Pour maintenant intervenir dans certains départements, dans certaines régions, notamment dans le Val d'Oise au niveau départemental, dans les milieux scolaires, il faut rentrer dans le catalogue du Val d'Oise et on rentre dans le catalogue. Résultat, déjà au niveau des radios associatives, les gens n'ont plus le temps de faire de la radio. En fait, les gens qui travaillent en radio n'ont plus le temps de faire de la radio parce qu'il faut répondre à des appels à projets, parce qu'il faut remplir des dossiers de plus en plus lourds, etc. pour essayer de financer notre poste, parce qu'en fait on parle de financement de notre poste à ce stade. Et en même temps, on nuit aussi à une association, elle vise à répondre à un besoin sur un territoire. Ça a toujours été sa mission, son ADN, c'est répondre à un besoin sur un territoire. Et aujourd'hui, on nous dit oui, mais il faut que vous rentriez dans les cases très précises, etc. Donc en fait, on ruine aussi cette liberté de création, cette liberté de créativité des responsables associatifs qui ont toujours su innover. C'est la racine de l'éducation populaire, c'est d'innover pour aller créer des choses chez les citoyens, etc. Et on a l'impression qu'on est dans un changement vraiment social vis-à-vis des associations sur ce sujet-là. En fait, c'est quelque chose qu'on vit depuis des années et des années du côté des collectivités territoriales, du côté des associations, à la fois la prévention, de solidarité. Le système d'appel à projet, ça a été mis en place pour faire en sorte que l'argent soit... gérer la pénurie quelque part. Quand on a moins de moyens, on crée des conditions pour la diffuser le moins rapidement et moins massivement. Après, ça s'entend aussi qu'un partenaire financier qui est aussi au-delà du financier, qui est un partenaire aussi politique, et ça a du sens. Ils mettent aussi il y a une commande politique avec c'est quoi les orientations, ok, on file un coup de main, mais par contre c'est intéressant que vous appropriez aussi nos combats, et à partir de là c'est tout à fait entendable.
Par contre, ce qui est clair, c'est que vous vivez exactement la même chose que tout le monde de ce point de vue-là. C'est que derrière, ça nécessite de développer une ingénierie qui coûte du temps, de la technicité, et remplir des dossiers, les déposer, les défendre, c'est du boulot, c'est un boulot d'ailleurs, et tout ça pour récupérer parfois rien, parce qu'on est en concurrence avec d'autres structures, et à partir de là, c'est jamais gagnant, quoi. Donc c'est clair que il y a une... Cette histoire d'ingénierie, c'est un vrai sujet parce que c'est vrai que c'est pas le corps de métier des associations et ça le devient. Et le problème, c'est que c'est des financements au projet et que les structures associatives, mais aussi territoriales, ont besoin aussi de financer des projets, certes, mais aussi tout le socle. Tout le hard, toute l'ingénierie, enfin les gens qui font le boulot. Et ce financement-là est rarement ou quasiment pas pris en compte. Donc ça veut dire que dans les projets, qui souvent la part ingénierie socle est très minimisée, ça fragilise la capacité des structures à vivre au quotidien. Et ça, c'est une mise en danger en fait des organisations, d'ailleurs qu'elles soient associatives ou territoriales. Absolument. Luc, je crois que tu avais une question, une interrogation. Oui, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Très bien. Très bien. Il faut toujours un avocat du diable, c'est toujours bien. Mais voilà, ce qu'on constate, moi je suis dans le système associatif depuis 45 ans. J'ai commencé à faire de la radio dans les radios pirates. Donc 1980, Bermude FM, Radio Bémol dans le coin. Il y avait 2 radios, Bermude FM, Radio Bémol. Après il y a eu Air Espace. Et puis il y avait de plus en plus de gens qui étaient dans les associations pour la technique, pour tout. Il y avait une émulation. Donc une association physique et comme tu disais sur le terrain. Et puis bien sûr l'an 2000, les portables et tout, les réseaux sociaux. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les associations physiques, et justement je dis ça d'autant plus pour essayer sans cesse de redynamiser ce pouvoir de l'imagination, puisque tu as dit très justement, je peux te tutoyer ? Oui, bon. Tu as dit très justement que tu préférais, et moi ce qui est mon cas aussi, le son à la radio, parce que le son de la radio et non pas l'image. Voilà, parce que l'image pour moi c'est la télévision, c'est autre chose, c'est bien, mais c'est autre chose. Et pour moi la radio c'est la force de l'imagination, c'est-à-dire que les gens écoutent un son et créent leurs propres images. Or, télé et Luc, ça c'est une grande histoire. Oui. On vous racontera un jour. Oui, je l'ai viré en 1999, ma télé, voilà. J'ai mis sur le trottoir, mais réellement, et j'ai arrêté. Mais bon, voilà. Et il y a les réseaux sociaux donc aujourd'hui, et je me demande si le monde associatif n'est pas en train de se transmuter justement dans ces réseaux sociaux, sauf que les réseaux sociaux ne sont plus locaux, ils sont internationaux, et que maintenant, bien sûr, les GAFAM et les grands systèmes de pouvoir ont mis la main dessus. Donc, comment faire pour redynamiser l'association physique alors que c'est les réseaux sociaux ? Et tout le monde va sur les réseaux sociaux, même les gens eux aussi bien, tout le monde va sur les réseaux sociaux. Et est-ce que c'est pas la mort ? Est-ce que c'est pas là qu'est inclus aussi la mort des associations physiques ? Je l'espère pas, mais. Mais c'est un vieux sujet. Enfin, moi, j'ai aussi la culture de l'image parce que je suis architecte. Oui. J'ai fait l'école d'art appliqué. Enfin, c'est quelque chose que j'ai un peu étudié dans mon parcours professionnel. Parce que j'ai aussi un vrai métier. Enfin, voilà, je suis pas que parlementaire. J'ai vraiment cotisé. Enfin, tout ça. Non, mais c'est un vieux sujet parce que la question du poids de l'image par rapport au poids de la parole et l'écrit, tout ça, c'est un très très vieux sujet. Ça date de même de l'iconographie. Enfin, et le problème, c'est que l'image rentre plus profondément dans l'esprit et dans ce qui permet de juger plus fortement on retient plus fidèlement une image qu'une parole. Et c'est important de reparler de ça parce que du coup le poids de l'image est forcément plus lourd et plus intrusif qu'une pensée et une parole. Et c'est pour ça que, je suis assez d'accord, faut être encore plus vigilant aujourd'hui. Parce que la multiplicité, la disponibilité, l'accessibilité des images est bien plus forte aujourd'hui qu'il y a assez peu de temps en fait. On bascule dans un monde dans le côté la profusion de ce genre d'outils que l'on avait assez peu jusqu'à présent. Et puis, ce qui est important, c'est de savoir qui contrôle ces images, qui les fabrique, pour quel objet, dans quel sens. Et
Après ça, la capacité de diffusion, elle est très différente aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai aussi fait beaucoup de musique. Et il y a 30 ans, quand on voulait enregistrer un disque ou une chanson, ça demandait beaucoup de moyens, c'était les studios, il fallait avoir des micros comme ceux-là qui valaient à peu près 600 balles pièce. Bon, maintenant c'est extrêmement facile, c'est très peu coûteux aujourd'hui à la fois de produire et de diffuser du son, de la musique et même de l'image. Donc la démocratisation en fait, de ces outils de production d'images et de son on fait que maintenant, grosso modo, avec assez peu de moyens, on peut diffuser tout et n'importe quoi, alors sous un angle de création et d'avant-garde, ou alors sur quelque chose qui peut être extrêmement réac, avec un sens politique qui soit tout à fait contestable. Donc cette capacité de production et de diffusion, elle est quasiment industrielle maintenant, elle est même domesticable. Et c'est là où il y avait quelques radios libres avec beaucoup de matériel. Moi, je me rappelle aussi de Radio Caroline, sur un bateau, en eau internationale. Bon, maintenant, ça peut se faire dans la chambre d'un adolescent avec une capacité de production et de diffusion bien plus importante. Non, parce que faut pas oublier, c'est qu'il y a toute l'orchestration derrière. C'est-à-dire, nous, on croit que notre petit portable marche comme ça, qu'on est seul dans la vie et qu'on est avec notre petit portable. Et il y a les satellites, il y a toutes les... Donc, tout est attaqué, si vous voulez, même au niveau des éléments de la Terre et tout. Et en fait, c'est... si on le regarde comme ça, on se dit, bah oui, tout marche sur un petit truc. Et en fait, non. On a dit il y a le une monde infrastructure entier. importante. Il y a une énorme... Oui, Alors que les sûr. petites radios, moi, quand j'ai commencé à faire radio bémol dans les combles, bien sûr, puisqu'on avait mis l'antenne et tout. Et la radio, elle fonctionnait, mais avec rien du tout. Une petite table de mixage, un petit micro, relié directement à l'émetteur, et ça fonctionnait. Alors qu'aujourd'hui, on croit qu'effectivement, le matériel est beaucoup moins cher, mais ce qui n'est pas cher, même le micro qui vaut 600 €, c'est pas le problème. C'est les satellites et c'est tout ce qui tourne autour. Et qui, c'est une infrastructure qui est mise à disposition comme ça de et tous, l'infrastructure, et qui peut être utilisée. elle est dirigée par qui? Elle n'est pas dirigée par des associations et des choses comme ça. C'est Monsieur Musk, entre autres, pour ne pas le nommer, qui a 60% des satellites qui tournent et qui font l'information aujourd'hui dans le monde entier. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose avant qu'on passe à autre chose parce que effectivement, l'heure tourne. Mais je crois qu'aussi, je reviens sur ce changement de projet de société, ce que je disais tout à l'heure aussi sur le fait de la marchandisation, sur le fait, etc. Je pense qu'on a aussi, notamment dans cette attaque aux radios associatives, et pas que, parce qu'en fait, on parle aussi d'attaque aux médias indépendants. On voit dans Mediapart des sujets qui sortent sur certains préfets qui jugent des subventions à des associations sur des critères un peu douteux, notamment il y a aussi le contrat d'engagement républicain qui est quelque chose qui a été remis en question aussi par pas mal d'assauts, et aussi pour la première fois de son histoire, je crois, les radios associatives en tant que telles ont subi des attaques de l'extrême droite récemment, ce qui n'était pas le cas avant du tout. Extrême droite très locale d'ailleurs chez nous, puisque la première qui s'est attaquée à l'extrême droite, c'est Anne Sicard, députée de Pontoise, pour la citer. Est-ce que le danger de l'extrême droite aujourd'hui est un danger pour les radios associatives et pour la liberté d'expression en général? Je pense que tout pouvoir qui se met en place a tendance à occuper un terrain qui efface toute contradiction. Après, il n'y a rien de neuf. Bien sûr. Le sujet, c'est qu'il y a des choses qui sont républicaines, d'autres qui le sont moins, quoi. Pour moi, l'extrême droite n'est pas le Rassemblement national n'est pas... Et avant, le Front National n'est pas un parti républicain. C'est une petite boutique familiale qui a prospéré et malheureusement qui s'accrochait à des idées qui... ça s'accroche aussi à un mouvement international et voilà, mais je pense qu'on ne porte pas du tout, évidemment, le même projet, mais aussi on n'est pas dans la même organisation républicaine du tout. Il y a des gens qui sont dans la République et d'autres qui en sont ailleurs, et on est vraiment sur quelque chose qui est extrêmement dangereux, parce que c'est pas qu'un débat d'opinion, quoi. C'est vraiment des choix de société et une façon de regarder l'autre, la façon aussi d'essentialiser comme ça les gens, c'est insupportable. Et là, il y a un combat qui est mené, qu'il faut poursuivre, et qui est compliqué, parce que évidemment ça rentre dans un débat républicain, en fait, avec un positionnement qui ne l'est pas. Et c'est toute la fragilité des démocraties, des républiques, c'est qu'en fait elles sont extrêmement fragiles face à des propositions contre-républicaines, et là-dessus il ne faut pas se faire avoir, quoi, parce qu'ils ont les mêmes outils que nous, et c'est vrai que cette facilité comme ça à renvoyer la responsabilité à quelques-uns, à les essentialiser, à simplifier quelque part à la fois des pensées et puis des
des systèmes, non, c'est franchement c'est insupportable. Mais c'est comme une maladie qui se répand. À un moment donné, c'est un combat, c'est pareil. Il faut que ce soit, nous, on a des outils républicains. Il faut qu'on reste sur ce champ-là, quoi. C'est important, parce que sinon, c'est pas le problème des subventions. Les subventions, il y en aura tout le temps, mais qui est-ce qui les donne et à qui on les donne? Et de toute façon, enfin, ceux qui donnent les moyens, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure. Faut que ce soit démocratique. Faut quel est le projet derrière, quoi. Oui, voilà. C'est juste ça. Est-ce que c'est un projet républicain ou pas? Moi, je commence à. Moi, j'ai des collègues. J'ai été maire pendant longtemps. J'ai eu l'habitude de bosser avec des gens de droite et de gauche. Il y a des sujets sur lesquels on n'était pas d'accord, d'autres sujets sur lesquels on était d'accord. Là où on est d'accord, on bosse ensemble. Par contre, sur les trucs sur lesquels on n'est pas d'accord, on aura du mal à travailler. Mais toujours dans un esprit républicain. De respect à la fois la République, les institutions et tout ce qui organise en fait la société dans un cadre démocratique où chacun a sa place, chacun respecté pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait. Et ça, c'est essentiel. Si on bascule sur autre chose, ça va être c'est de la barbarie. Est-ce qu'on n'est pas isolé en France? Parce qu'on est quand même le pays de la République, et les autres pays autour, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ça, même dans l'éducation et tout. Il n'y a pas de système, même en Allemagne, c'est des Länder, donc est-ce qu'on n'est pas un peu isolé et devant une mondialisation, un petit peu? Ouais, je trouve que la diversité des organisations fait qu'à un moment donné, tout ça se nourrit. Si on était tous pareils, ce serait très pénible. Donc, il y a une espèce d'homogénéation qui permettrait de mieux travailler ensemble. Moi, je pense que c'est l'inverse. Les gens différents, quand ils bossent ensemble, ça crée du projet, ça crée du mouvement, du débat. Et à partir de là, la singularité de l'organisation d'un pays par rapport à un autre, elle a du sens par rapport à son histoire, par rapport aux populations, par rapport. Je dirais que la France, c'est pas l'Allemagne, c'est pas l'Angleterre, c'est pas l'Espagne. Et c'est vrai qu'on a un regard. On a toujours cette espèce de capacité à regarder le monde comme si le monde ressemblait à la France, mais c'est là où on se plante. Malgré tout, il ne faut pas remettre en cause la façon dont nous on fonctionne sur un État républicain qui est laïque. Et donc, quand on est laïque, on n'est pas là en train de créer les conditions pour que les gens ne croient pas. C'est le droit de croire, de ne pas croire, tout ça. Et je trouve que c'est assez fin, ça nous correspond. Et faut être conscient de ça pour le faire vivre correctement chez nous, et puis surtout ne pas imaginer qu'il faille l'imposer à d'autres, parce que les autres, ils ont un système qui est différent, qui fonctionne certainement tout à fait bien pour eux, et à partir de là, on travaille ensemble et tout va bien. Je vais me permettre de reprendre la parole. Je vous propose d'écouter une interview de Malika Yebdri, donc première adjointe au maire de Cergy sur les questions de l'association associative et culturelle, qui va nous donner justement son point de vue en tant qu'élu local de ce que ces baisses de subventions impliquent sur son territoire même. Est-ce que c'est bon pour toi, Damien? C'est parti, Malika Yebdri, que nous avons eu le plaisir de rencontrer hier. Eh bien, nous recevons Malika Yebdri, première adjointe en charge de la culture, du patrimoine et de la vie associative. Malika, merci d'être avec nous pour cette journée de mobilisation. Ma première question, on parle de baisse de subventions au niveau de l'État, de baisse votée au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Qu'est-ce que ça veut dire pour une commune, ces baisses de subventions? Alors pour une commune, on a une trajectoire, et c'est pour l'ensemble des collectivités territoriales depuis 2014. Nous contribuons au redressement des finances publiques depuis cette année-là, et donc cela signifie des baisses systématiques depuis 2014, en dents de scie, parce que il y a des années où l'impact est moins fort, que aussi, quand on parle de baisse de subventions à la collectivité, il faut regarder aussi la réalité qui est quand même, on est dans une ville où on accueille, où il y a une dynamique d'accueil de population, encore de population nouvelle, qui permet d'altérer un petit peu, mais concrètement, c'est du net et trébuchant pour la ville de Cergy. Sur le mandat 2014-2020, on a perdu plus de 3 millions d'euros, et ça a continué inlassablement depuis... voilà, ça fait 12 ans que les collectivités sont attaquées au cœur. C'est-à-dire que pour nous, la dotation générale de fonctionnement, c'est notre subvention de l'État pour contribuer au service public de territoire. Et donc c'est ça qui baisse drastiquement et qui demande effectivement une intelligence systématique dans le cadre de nos politiques publiques.
Et aussi, bien sûr, de l'ambition et d'être vraiment ne jamais lâcher. Toujours se questionner, ne jamais lâcher, mais c'est effectivement... je pense qu'il était plus facile d'être élu il y a 30 ans dans les collectivités territoriales que ce qu'on vient de vivre ces 10 dernières années. Et à cela, on ajoute évidemment la crise sanitaire, mais on va arrêter de s'excuser derrière la crise sanitaire. Il y a aussi la crise sociale et on est dans un changement notable de société, et ça nous impose effectivement de rester droit dans nos bottes sur les objectifs que nous nous fixons et de ne pas céder. Alors, il y a certains arguments du côté des élus au niveau de l'État par rapport à ces dotations de l'État sur les municipalités, qui défendent le fait que les dotations n'ont pas baissé pour les municipalités depuis pas mal d'années. Mais est-ce que c'est pas oublier que aussi la vie coûte plus cher, qu'il y a de l'inflation et que même si les budgets ne baissent pas, finalement les difficultés elles sont là quand même parce que tout coûte de plus en plus cher? Je dirais qu'il y a 3 choses là sur le sujet. Dire que les dotations aux collectivités n'ont pas baissé, moi je veux bien les rencontrer, parce que moi j'ai des éléments notables dans le cadre du budget communal et maintenant dans le cadre du budget intercommunal. Donc de ce point de vue-là, je ne vois pas qui dit ça. Alors évidemment, il y a des mécanismes de compensation. Il y a des mécanismes de compensation, toutes les collectivités n'en bénéficient pas. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Sergi, on a été quand même dans un petit îlot de verdure parce que recettes fiscales, parce que dynamisme d'accueil de population, parce qu'on était bénéficiaire d'une dotation de solidarité qui nous permettait d'amoindrir l'impact de la baisse des dotations, mais dire qu'il n'y a pas eu de baisse de dotation et nous expliquer que parce qu'on a abondé sur un certain nombre de fonds, qu'on a créé des fonds à l'issue de la crise Covid, venait compenser l'ensemble de ces éléments, c'est un mensonge éhonté. Alors oui, il y a une réalité également, c'est que la vie coûte plus cher. Si on parle du programme pluriannuel des investissements, c'est-à-dire que tout ce qui relève l'entretien des locaux, et vous en êtes les témoins, parce que vous habitez dans des locaux communaux, évidemment, oui, ça nous coûte plus cher, tout nous coûte plus cher, tout est plus cher partout, mais nous, collectivités, comme nos concitoyens, en fait. Pour les associations, j'imagine que dans le contexte où on est, vous êtes en première ligne aussi des préoccupations des associations. Ça veut dire quoi ces baisses pour les associations concrètement? Où est-ce que ça va faire mal? Alors, il y a pareil plusieurs niveaux d'interprétation et surtout plusieurs niveaux de compréhension des sujets. Et il y a beaucoup d'informations un peu fallacieuses qui courent. Il y a une réalité, c'est que les associations, elles vivent comme nous l'inflation, la réalité, la baisse du bénévolat, un resserrement du cadre social, des attaques aussi objectives sur le fondement même de la loi 1901, puisqu'aujourd'hui on réfléchit à remettre en question ce texte qui est inscrit dans notre Constitution. Je ne sais pas si vous avez entendu les débats à ce niveau-là, mais c'est quand même édifiant. Et c'est un modèle très franco-français, auquel nous tenons beaucoup à Cergy, parce que à Cergy, on a quand même une histoire particulière. Cergy, elle s'est construite avec ses habitants et avec la participation de ses habitants. Et le dynamisme de vie associative est une réalité, et c'est notre ADN. D'autres emploient ces expressions, je les partage. Et à Cergy, en fait, de manière très objective, et je pense que c'est valable ailleurs, nous, on a réussi à maintenir le niveau de subvention, contrairement aux légendes urbaines. À Cergy, pour la ville de Cergy, nous n'avons pas baissé les subventions. Ça, c'est un mensonge. Pour autant, ce qu'il faut regarder, c'est qu'effectivement, les coûts, l'épuisement des bénévoles, les enjeux, on leur demande aussi, désormais, c'est quasiment de l'ingénierie sociale, dont on a besoin pour les structures associatives. Il y a une réalité, c'est que le reste n'augmente pas, ne se maintient pas. Et quand on parle de subventions aux associations, il faut bien regarder que la question des associations employeuses, il faut regarder aussi les fonds européens, il faut regarder tous les dispositifs qui tendent et qui disparaissent au fur et à mesure. Et il faut regarder aussi que sur des politiques publiques qui, moi, me paraissent essentielles, il y a des débats, évidemment, des débats clivants entre les uns et les autres. Et il y a effectivement des choix qui sont faits opportunément au titre des collectivités qui ont quand même leur libre administration. Et c'est ça qui est attaqué aujourd'hui, puisque vous avez un certain nombre de mécanismes qui se mettent en œuvre dans les collectivités de retour aux politiques publiques dites essentielles,
prioritaire. Moi, je considère que contribuer au secteur culturel, accompagner les acteurs du sport, accompagner les acteurs de la vie associative et de l'économie sociale et solidaire, c'est mon boulot, en fait. Et c'est ça qu'on doit préserver parce que c'est ce qui constitue et ce qui structure notre cadre de vie. Pour autant, nous, ce qu'on peut dire, c'est qu'on baisse pas, mais malheureusement, on ne peut pas augmenter. Et on a du mal à trouver les moyens et à dégager les marges de manœuvre pour augmenter. Et le réel sujet, il est là. C'est que comme les coûts augmentent, la situation des associations qui sont sur tous les fronts, elles attaquent sur tous les fronts, elles sont sollicitées par tous, par nous, collectivités. Elles interviennent là où on n'intervient pas. Donc, si vous voulez, le fait est que dans un monde classique, dans une belle époque, évidemment, on aurait pu accompagner ce durcissement en termes de coûts, en termes d'inflation, on aurait pu. Sauf qu'aujourd'hui, déjà, maintenir le niveau de subvention tel qu'il est aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est un fait, il est maintenu. Pour autant, quand on parle de baisse, il faut regarder tous les dispositifs d'État, d'aide aux associations employeurs. Moi, je vois que les contrats aidés disparaissent. Je constate que les contrats adultes relais, qui étaient des postes importants dans beaucoup d'associations locales, disparaissent. Et c'est des fonds qui disparaissent. Je vous donne un exemple, le contrat de ville, la politique de la ville, qui a été une source de financement des associations sur les territoires en QPV. Aujourd'hui, à Cergy, on a un quartier QPV qui a évolué, qui s'est agrandi. L'enveloppe n'a pas grandi. Les besoins sont plus importants, mais les moyens sont les mêmes. Donc à la fois, on est dans cette réalité, mais parce que pour l'État aussi, il faut regarder. Mais je pense que après, tout est une question de choix. Et c'est tout le débat qui occupe nationalement aujourd'hui. La question, c'est le choix. Nous, on ne sera pas de ceux qui seront les fossoyeurs de ce qui fait notre ADN, notre vie. Et puis, de toute façon, sans les associations, les politiques publiques n'ont pas de sens. Et on ne peut pas tout faire en tant que collectivité. En revanche, on doit être des soutiens et on doit accompagner au mieux. Alors, le temps file vite. Je vais poser une dernière question. Comme vous l'avez dit, le monde associatif vient dans tous les espaces où le pouvoir public n'est pas, que ce soit le social, que ce soit le sport, que ce soit la culture, que ce soit la santé, que ce soit le handicap. Est-ce que, de façon beaucoup plus globale, au niveau de l'État, c'est pas un modèle social qu'on est en train de remettre en question ? Alors, si c'est l'élu que vous interpellez et la citoyenne, moi, je vais vous dire que oui. Moi, je pense que c'est un modèle français qui est aujourd'hui abîmé, altéré. Et moi, je comprends les inquiétudes. Moi, le mouvement du 11 octobre et ce qui est porté aujourd'hui par le mouvement associatif, moi, il me parle parce que je suis au quotidien avec elles, les associations. Et oui, je pense qu'on est en train d'attaquer un modèle sur les fondamentaux, mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on attaque ce modèle, mais on en attaque beaucoup d'autres. Et c'est ce qui fait société, et c'est ce qui fait que notre vie bascule pas. Je veux dire, on a eu une crise sanitaire difficile. Qui était en première ligne ? Bien sûr, les collectivités, les maires, en premier échelon. Mais qui était en première ligne ? Nos soignants, oui. Nos enseignants avec ce dispositif à distance. Mais qui a bossé ? Qui a continué à distribuer l'aide alimentaire ? Qui a continué à accompagner les personnes les plus fragiles et les plus éloignées ? Qui a continué à faire de la musique ? Qui a continué à animer du théâtre, de la danse à distance ? Qui a continué à faire du sport à distance ? C'est pas les collectivités. On n'avait plus le droit de rien faire. C'est le mouvement associatif. Donc oui, on peut s'inquiéter. Moi, je comprends aujourd'hui ce qui traverse le mouvement associatif. À notre échelle, on essaye d'être à leur côté, bien qu'on soit quand même dans un monde où finalement, nous comme vous, on ne sait pas très bien où on sera demain. Et c'est tout le problème. Merci Malika. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. Le projet de budget 2026 prévoit des baisses de financement. Moins 26% pour les associations. Moins 44% pour le fonds de soutien à l'expression radiophonique. Moins 59% pour l'économie sociale et solidaire. C'est tout le tissu associatif qui est mis en danger, chaque citoyen qui est touché par le sujet. RGB se mobilise, libre antenne de 10h à 18h. Ils veulent nous faire taire, faisons-nous entendre. RGB. En direct de Cergy-Pontoise. 99.2 FM. Et voilà, de retour sur RGB. Donc, alors, on a été réveillé un petit peu par l'alarme et la petite alarme du jingle qui est un peu forte. Du coup,
d'un coup, et ben au moins on est en train de discuter et puis paf, au moins ça reprend. On sait. Elle est pas mal parce qu'elle recentre sur le. Ah bah elle recentre le débat. Hein. Au moins je pense qu'on devrait la mettre. Toi qui te plaignais de pas être réveillé, je crois que. Non mais tu vois, moi, je pense. C'est aussi pour interpeller nos auditeurs. Oui, ils sont interpellés. Ouais, mais c'est la méthode de l'alerte enlèvement aussi. Hein. Vous savez l'alarme du début de l'alerte enlèvement. Mais c'est intéressant pour recentrer les débats. Je pense qu'il faudrait vraiment développer quelque chose. Si on fait une émission de débat, genre les débats des municipales, l'alarme. D'un coup, ça recale un petit peu tout ça. Bon voilà qui finit un petit peu. On discutera de la symbolique. Qui conclut. Oui, bon, la symbolique, voilà, mais voilà qui conclut un petit peu notre séquence, notre première séquence. Il est 11h03 et 9 secondes. On est déjà en retard de 3 minutes, mais c'est super en tout cas. C'est aussi ça l'esprit de la radio. Merci beaucoup Pierre Barros d'avoir été avec nous, sénateur du Val d'Oise, pour cette petite discussion fort agréable ma foi. On se retrouve dans quelques instants sur RGB évidemment, et ce sera avec toi Luc Mariani. Oui, avec un programme super, avec plein de morceaux français et anglo-saxons sur la radio. Les morceaux qui ont été écrits, alors il y aura bien sûr Donna Summer on the Radio, grand tube, Video Kill, The Radio Star, et oui, bien des sûr. Buggles, etc. On the Radio de John Wetton, etc. Radio Gaga, Queen, tout ça. Quoi. Très bien. Et puis donc Damien Gissa toujours à la technique qui va laisser un petit peu sa place à Luc dans quelques instants. Oui, aussi, oui. Tu peux, si tu veux, j'ai une pause musicale pour toi qui dure 7 minutes, si ça peut nous aider pour la mise en place technique. C'est Toxic Avenger avec Bien Cordialement. Si ah tu l'as. Oui, bien évidemment, bien sûr. Très bien, tu peux mettre ça. Vous allez voir, c'est un CV. Une belle critique du monde du travail, effectivement. Oui, effectivement, un CV incroyable, une lettre de motivation incroyable. Voilà. On écoute ça sur RGB. Et parfait, merci beaucoup et puis à très vite. Sur le 99.2 FM et sur radio rgb.net. Madame, Monsieur, actuellement en recherche d'emploi suite à une année sabbatique, je vous fais part de mon désintérêt total pour le poste de chef de projet à pourvoir dans votre entreprise. Pour moi, c'est plus qu'un rêve de travailler dans une entreprise dont je n'ai jamais entendu parler comme la vôtre. Vous trouverez en pièce jointe mon CV, dans lequel je me suis inventé des expériences, ainsi qu'une année sabbatique qui était en fait une année où j'ai vécu en jogging, parce que j'ai fait un burn-out carabiné dont je n'arrive pas à me sortir. La raison pour laquelle je candidate est simple. J'arrive en fin de droit et je n'aurai bientôt plus d'argent ni d'appartement. J'ai de nombreux impayés et je me nourris exclusivement de fromage blanc que j'achète chez Aldi. Dans mon appartement mal isolé, je ne mets plus de chauffage parce que c'est trop cher et je squatte le wifi de mes voisins. Je n'ai aucune ambition particulière si ce n'est celle de travailler le moins possible pour un maximum de blé. Je souhaite négocier avec vous une dizaine de semaines de congés payés parce que j'estime que travailler c'est fatigant et moyennement épanouissant. Contrairement à ce que j'ai mis dans mon CV, je ne parle pas un mot d'espagnol, je sais à peine commander une bière et demander l'addition. La dimension humaine de votre entreprise m'angoisse fortement. En général, quand on met dans une annonce que les qualités humaines sont primordiales, cela signifie que les salaires sont très faibles et le management violent. J'ai hâte de démarrer chaque jour de la semaine en prenant le métro pendant 3 quarts d'heure, dans le doux parfum de sueur, d'ail et de goudron. Je me languis de découvrir mes nouveaux collègues avec qui je m'efforcerai de parler politique sur des sujets clivants comme le burkini, l'immigration ou le talent relatif de la jointe. Je vois que vous avez une salle de pause avec un baby-foot. C'est vraiment super pour se détendre entre 2 réunions où je ferai semblant d'écouter. Malgré tout, je risque de peu m'en servir étant donné que je souhaite travailler de chez moi, dans une tenue décontractée et aux horaires qui m'arrangent. J'ai le profil idéal pour échouer avec panache, gaspiller vos budgets dans le cadre de missions que je ne maîtrise pas, en choisissant des prestataires chers et incompétents.
Je ne compte pas spécialement venir à votre séminaire d'entreprise. Je me ferai porter pâle parce que je n'ai pas très envie de passer 72 heures avec Bernard de la Conta. Je crois fermement en mon manque de qualité professionnelle et suis certaine que vous apporterez une réponse positive à ma candidature. Bien cordialement.